Le concert des légendes. Le Cameroun à l'Olympia. Paris, la salle mythique. Dimanche 17 mai. Le 17 mai, un dimanche. 2 légendes de l'Afrique sur la scène de l'Olympia. André Maritala, 45 années de carrière. Sanfon Thomas. Olympia de Bruno Cocatrix, 17 mai, location Fnac Carrefour, Ticketnet, Auchan et point de vente habituel. Le concert des légendes, un événement. Torpedo Production. Venez nombreux, le dimanche 17 mai, dans la salle mythique, à l'Olympia, en compagnie de Sanfon Thomas pour mes 45 ans de carrière. L'Olympia de Paris. Les passagers pour le vol jet privé sont priés de se présenter pour embarquement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez pris place à bord de ce vol. Destination, musique. Bienvenue à bord. Qui veut embarquer? Moi. Qui veut planer? Moi. Qui veut décoller? Moi. Qui veut voyager? Moi. Eh oh, ce soir on va embarquer au Haï. Embarquer. Eh oh, ce soir on va planer au Haï. Planer. Eh oh, ce soir on va décoller au Haï. Décoller. Eh oh, ce soir on va voyager à bord de jet privé. Le Crédit foncier du Cameroun est un organisme financier ayant pour mission d'apporter son concours financier et son expertise à la réalisation de tout projet immobilier et la promotion de l'habitat social. Le Crédit foncier du Cameroun innove avec des formules qui facilitent l'accès au logement pour tous, des plans d'épargne personnalisés, des prêts fonciers divers, des programmes sociaux. Le Crédit foncier du Cameroun offre une opportunité de financement à toute personne physique ou morale pour concrétiser des projets immobiliers et faciliter l'accès au logement. Au Crédit foncier du Cameroun, financer l'accès au logement, c'est notre métier. Au Crédit foncier du Cameroun, vous loger, c'est notre seul souci. L'essence du glamour à votre portée. Est-ce possible? Inspirés par l'éventail des sensations, les laboratoires Biopharma ont créé une ode au plaisir et à l'évasion. Composé de fragrances subtiles et enivrantes, le gel douche et le lait de toilette Balnéo réinventent le quotidien en vous promettant la sensualité d'une peau saine. Tout nouveau, juste pour vous. Un pas de plus vers le rêve et l'enchantement. Moi, Linsha, je suis fan de Balnéo. Balnéo, une promesse de bonheur. Découvrez Balnéo à Promote 2014. Nouveau. Balnéo for Men. Allô, Betaprint, j'ai besoin de vos services. Vous aussi, vivez l'expérience Betaprint. Pour nous,
les femmes. Be Light. Be Light. Osez la lumière. Be Light, des laboratoires Biopharma. Bonjour et bienvenue à bord des jets privés. Je suis Florida, votre commandant de bord, et je vous souhaite un agréable voyage en ma compagnie. Jet Privé vous invite aujourd'hui à faire un tour dans l'univers public et privé d'une grande voix de la chanson camerounaise. C'est une artiste aux multiples talents. Elle a longtemps accompagné les plus grands noms de la musique en tant que choriste. Elle est également comédienne, danseuse, dessinatrice, illustratrice et chanteuse. C'est une femme accomplie, une artiste complète que je vous invite à découvrir. Alors, je vous prie de bien vouloir vous installer, de bien attacher vos ceintures car ça va décoller. Tout a commencé dans le Logone Birni, en pays Kotoko, au nord du Cameroun actuel. Deux enfants, un frère et sa sœur, jouent tranquillement sur les bords du fleuve Logone. Soudain, des hommes surgissent de nulle part, se saisissent du frère et l'entraînent dans une embarcation. La sœur se lance à sa poursuite, mais elle se noie. C'est une tragédie. Seulement, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le commencement d'une autre histoire, jusqu'à la Russie des Tsars. Alors, écoutez. 18th century in the Russian Empire, one of the leading figures is an African man. See him standing tall upon the high wall, heading entire defense of this great empire. Military leader, eminent mathematician, talented diplomat, hydraulic engineer, fortification expert, chief administrator of the Ladoga Canal project, and of the commission of works in Kronstadt and the Baltic port. Bila Azala, Bila Danige, Bila Dimadige, Azlina. Bila Azala, Bila Dan, Anibal, Bila Dimadige, Azlina. A great humanist, Hannibal founded a hospital for the Kronstadt Canal workers and their families, then a school for their children. Ooh, yeah. Prohibited corporal punishment and abusive exploitation that prevailed in serfdom. Abraham Hannibal Murray, a descendant of Swedish nobility, who gave him 11 children. One of them was to be the grandfather of the great Russian poet Alexander Pushkin. Bila Azala, Bila Danige, Bila Dimadige, Azlina. Bila Azala, Bila Dan, Anibal, Bila Dimadige, Azlina. Bila tu, Bila Azala,
Bonjour Joël. Bonjour Florida. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir que je suis là. Merci. Donc nous allons passer un petit moment ensemble. On va essayer de vous découvrir. On va faire un petit tour dans votre vie publique, votre parcours professionnel, un petit peu votre vie privée. Et nous allons le faire au travers de cette petite boîte que je vous présente. Elle s'appelle Pépette. Une boîte qui a un nom intéressant. Voilà. Pépette, c'est un peu la mascotte des diètes privées. À l'intérieur, vous avez des questions. Ce sera à vous de les tirer. Par contre, ce sera à moi de vous les poser. D'accord. Donc, vous aurez des questions d'ordre général, des questions d'ordre musical, des questions que nous qualifions de questions coquines, qui parlent un petit peu de votre vie privée. Ouh là là, je crains le pire. Non, il n'y a pas à vous inquiéter. Elles ne sont pas méchantes, les questions coquines. Okay. Donc voilà, dès que vous êtes prête, on va pouvoir commencer, Joël. Prête. Donc vous tirez une case, s'il vous plaît. Je tire une case. Voilà. Voilà, petite enveloppe rose. Vous n'ouvrez pas, c'est moi qui pose les questions. Donc voilà, je rappelle aux téléspectateurs aujourd'hui que nous recevons donc Joël Isso. Comme je vous le disais, une artiste aux multiples talents. Donc voilà, nous allons essayer de faire un petit voyage avec elle dans sa vie privée. Joël. Donc là, on va répondre à une question, on va dire, d'ordre général, entre guillemets, mais bon, après, comment se passe un petit peu votre enfance, Joël? Ah, mon enfance. Mon enfance, je peux dire globalement que c'est une enfance heureuse. Je grandis à Douala, à Bonapriso, plus précisément. Je vais à l'école au Petit Josse. D'accord. La chère école. D'accord. Vous êtes jusqu'au lycée Josse. Vous êtes d'une famille nombreuse ou plutôt Non, alors j'ai 2 frères, un grand frère, un petit frère. On est très rapprochés en âge, donc on a grandi comme des triplés quasiment. D'accord. On a une grande sœur qui est un peu plus grande, un peu plus âgée. D'accord. Donc voilà, on était un peu en fusion, tous les 3, d'accord. Oui. Et quel enfant étiez-vous? Plutôt turbulente, studieuse? Alors, j'étais une enfant studieuse, première de la classe. Toujours? Et toujours première de la classe. Mais c'était un peu malgré moi, hein, j'ai envie de dire ça. Parce Comment ça j'ai pas l'impression que je faisais plus d'efforts que les autres. Disons que j'avais des facilités. Ah, mais vous étudiez quand même? Ben, on n'avait pas le choix parce qu'on avait un répétiteur à la maison. On avait un répétiteur à la maison, c'était voilà, on n'avait pas le choix. Mais je veux dire, on avait tous un répétiteur, mais tout le monde n'était pas premier de la classe. Ah ben voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire, c'est pas parce qu'on a un répétiteur qu'on est premier de la classe. Mais je crois que vous faisiez comme chez vous, vous avez l'impression que c'était inné, naturel? Oui, moi j'ai vraiment pas l'impression que je bossais plus que les autres. Mais je sais pas. C'est comme ça, c'est la chance, bon, on va dire alors. Et du coup, à la maison, comment ça se passait avec vos frères? À la maison, généralement, j'étais très introvertie. J'avais du mal à m'exprimer oralement, hein, on va dire. Mais je m'exprimais différemment. Par exemple, je dessinais beaucoup. C'était mon mode d'expression. Ouais, c'est ce qui m'aidait à me sentir... bien? Oui, à me sentir bien. Pourquoi? Parce qu'au sein de la famille, vous ne trouviez pas trop votre place? Non, j'avais du mal avec le fait d'être une fille dans la société. Entre les garçons, c'est ça? Oui, dans la société dans laquelle je vivais. Je vivais très mal les différences, par exemple, de traitement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait un garçon qu'on ne faisait pas une fille, par exemple, qui vous choquait? Mais c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai eu particulièrement... J'ai pas eu de mauvais traitement. À part, c'était vraiment des petites choses entre mes frères et moi. Est-ce que le fait, par exemple, de faire du ménage c'est ce que je voyais. À la maison vous gênait ou... Moi, j'ai jamais fait le ménage à la maison. Ah. Non, ni la vaisselle. Je voyais qu'effectivement, chez les autres, bon, il y a des filles qui faisaient des travaux ménagers. Moi, j'ai jamais fait de travaux ménagers avant d'être un peu adulte. Mais je voyais bien que c'était pas la même chose. Bon, dans les familles où les garçons pouvaient sortir, les filles ne pouvaient pas sortir. Et, vous avez l'impression d'une espèce d'injustice? Oui,
Je trouvais ça choquant. À l'époque, au Cameroun, par exemple, une femme ne pouvait pas voyager sans l'autorisation de son mari. Et mais vous étiez toute petite déjà. Oui. Tout ça, ça vous marquait déjà? Oui, ça me marquait parce que je me souviens que j'avais une tante qui était séparée de son mari depuis genre 20 ans, quelque chose comme ça, qui ne l'avait jamais revu, mais qui n'était pas divorcée et qui ne pouvait pas voyager sans son autorisation. Un jour, elle a voulu voyager. Pour avoir seulement le passeport, il fallait le chercher dans tout le Cameroun pour qu'il donne l'autorisation. Et ça m'avait extrêmement choquée. Même si j'étais enfant, je trouvais ça anormal. Je me disais, mais c'est une adulte, c'est pas son père, quoi. Pourquoi elle ne peut pas faire ce qu'elle veut? Et en fait, c'est plutôt l'observation de ce qui se passait autour de moi qui je me disais, bon, du coup, effectivement, j'avais conscience... de la fragilité de la femme, c'est ça? Oui, et bon, je me disais que j'avais de la chance peut-être de ne pas vivre ce genre de choses, et je m'étais promis en voyant tout ça que moi je ne vivrais pas ça. Je ne permettrais pas à un homme d'avoir du pouvoir sur moi et de décider à ma place ce que j'avais à faire. Donc déjà toute petite, vous aviez oui, de bonnes résolutions pour votre... C'est vrai, je crois que c'est pour ça que j'étais toujours en compétition avec mes frères. Par exemple, de l'argent de poche, bon, autant je trouvais normal qu'on en donne plus à mon grand frère, autant c'était anormal que mon petit frère en ait plus que moi, juste parce que c'est un garçon. Ah d'accord, parce qu'il avait plus que vous. Oui, juste parce que c'était un garçon. Alors que, autant j'admettais très bien le pour droit le grand d'aînesse, frère, mais pas pour le petit frère. Non, donc en fait, il y avait une espèce de guerre en fait, avec les parents dans le traitement entre mon petit frère et moi. J'étais toujours à l'affût. Je voyais toujours qu'est-ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on le privilégie par rapport à moi? J'étais toujours... D'accord. Maintenant, les parents, c'est vrai, aiment bien mettre en avant l'enfant qui travaille bien à l'école et tout. Ouais, elle est première, toi tu as des moins bonnes notes. Bon. Et les frères, ils ne travaillaient pas bien par rapport à vous? Mais ils n'étaient pas premiers de la classe. Et pour vous, c'était une fierté d'être toujours la première de la classe Mais en réalité, étrangement, non. C'était pas... Parce que ça me paraissait normal, en fait. C'était ma place. Donc, effectivement, il m'est arrivé une fois d'être troisième. Et ça a été un drame absolu. J'ai pleuré toute la journée. Je ne voulais pas manger. Ah ouais? Parce que c'était tellement naturel pour moi d'être première que... Le jour où je ne l'ai pas été, c'était une catastrophe. Et qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, dissipé pendant le trimestre, j'en sais rien. Parce que je dessinais en cachette en classe, je dessinais sur la table, je ne suivais pas toujours les cours. Bon. Et donc, mon père, je me souviens qu'il m'a dit... mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as boudé toute la journée? Il y a des cancres là qui jouent, ils sont insouciants. Toi, tu es troisième, tu pleures. Mange. Je ne voulais pas manger. J'ai refusé de manger toute la journée. Ah ouais, d'accord, mais c'est passé après quand même. Oui. Et le trimestre d'après, vous avez repris la place de première. Oui. Avec fierté. Ok, ben merci Joël. Tu as beau manger la vie, mais un jour ça te comment? Ou bien, c'est là que tu apprendras à lire. Hein? Papa, faut cliquer sur le net, sinon tu apprends comment? Tous les gars! Wamene mondo di anamba, aimbadikom. O mabupendi mba wumana malano, na mabupependi wa wumateo pudino. Si senga bo singa wabato. Wamene mondo di anamba, aimbadika. Akuzwa, Iele manjolio, chouchou, na malalamba. Iele manjolio, chouchou, na malalamba. Chouchou ne me découpe pas, joli faut te décaler ton travaillement dans Konami, à s'envolement, pédalement, à sur les côtés, décaler, décaler, rakumana, yakumana, oh, ah. Iele manjolio, chouchou, na malalamba. Iele manjolio, chouchou, na malalamba.
Depuis on te comment tu es là, tu te fognon là. Donc on prendrait comment? Tu es dans les IAI, c'est un jeu de gens plombage guerrier. Faut laisser ça, ça t'arrange pas. Est-ce que tu veux manger? Non. Est-ce que tu veux rentrer? Oui. Est-ce que tu veux bouger? Mais Bougou c'est la gbè. Aïe bébé joli oh, je t'en supplie mon amour. Ne me coupe pas la tête. Je vais donc vous demander de tirer encore une question. Notre enveloppe. Allez, une enveloppe bleue. J'aime bien le bleu. On va voir à quoi vous aurez droit avec le bleu. Merci. C'était la question piège. Tu ne vas pas m'arranger. Oh non, on va pas parler, ce sera une question d'ordre musical. Bon. C'est mieux. À quel moment est-ce que vous découvrez votre talent de chanteuse? Alors, ma vie n'est faite que de hasard. Il y a des gens qui disent que le hasard n'existe pas, mais moi j'ai envie de dire qu'il existe parce que j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées un peu par des hasards que j'ai saisis. Voilà, vous avez eu des opportunités en fait qui se sont présentées? Oui, en fait, moi je n'ai jamais eu réellement l'envie de chanter. C'est-à-dire je ne fais pas partie des gens qui rêvaient de chanter quand ils étaient enfants, enfin quand ils étaient jeunes, qui chantaient tout le temps, qui rêvaient de chanter. Pas du tout. D'accord. Ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Moi, c'était je dessinais. Alors là, par contre, j'étais sûre que je voulais dessiner. Mais... D'accord, mais pas chanter en fait. Non. Mais comment ça se passe alors? Comment vous arrivez au chant? Ça s'est imposé à moi parce que, en réalité, c'est par la danse que j'entre dans la musique, dans le milieu musical. Je me retrouve danseuse avec un ballet congolais. Et puis un groupe aussi de musique. Celui de Abeti Masekini? Oui, alors Abeti, en fait, comme j'étais dessinatrice, enfin j'étais encore en école de dessin, et j'aimais beaucoup Abeti, je trouvais qu'elle était magnifique, c'était une diva, j'aimais sa voix, j'aimais bien son style, je la trouvais très belle et tout. Et donc je m'étais inscrite à son fan club. Elle avait un fan club à Paris. Fan club à Betty, donc on allait là-bas, on avait des goodies, des posters, des choses. Bon. Et un jour, elle est venue, elle était là et elle parlait avec tout le monde, elle essayait de savoir qui était qui. Et moi, je lui ai dit que je dessinais. Elle a trouvé ça très intéressant. Enfin, j'étais dans une école de dessin. Alors, elle m'a dit, est-ce que tu peux faire mon portrait? Et j'ai dit oui. Ah ouais? Donc, elle m'a fait venir chez elle pendant plusieurs jours. Elle posait et moi, je réalisais son portrait. Et à cette époque-là, J'étais au lycée technique d'art graphique. Et c'est là que vous faites sa rencontre? Oui, et donc je fais son portrait. Donc j'allais chez elle et il se trouve que elle avait une grande maison avec un sous-sol en banlieue parisienne et les répétitions avec son groupe se passaient dans son sous-sol à la maison. Alors elle me dit, viens voir la répétition. Alors moi, on est descendu et puis comme ça, elle me propose de danser avec le groupe, avec ces danseuses. Oui, je dis mais moi je sais pas danser. Effectivement, je ne savais pas danser puisque au Cameroun, je faisais de la danse, mais j'étais inscrite à la danse classique. D'accord. Donc rien à voir. Rien avec la danse africaine qui bouge là. Du tout, je n'en avais jamais fait, rien, jamais. Et du coup, vous vous retrouvez danseuse. Oui, elle, je ne sais pas pourquoi, ce qu'elle voyait en moi, mais elle a décidé que je pouvais danser. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas danser. Elle me dit, mais on va répéter. Donc, j'allais là-bas tous les jours et je répétais avec son groupe, avec les autres filles. Et après... Et vous avez intégré le groupe directement? Je n'ai pas intégré son groupe parce que, bien évidemment, je ne savais pas danser. Donc, j'apprenais à danser, mais je n'avais pas le niveau pour... par rapport à un groupe professionnel comme ça, elle préparait son concert au Zénith quand même. Ah oui. C'était d'un autre niveau. Ouais. Donc, mais je répétais et j'apprenais. Et une fois qu'elle a estimé que j'ai commencé à avoir un bon niveau, Donc on peut dire qu'elle vous a pris un petit peu sous son aile? Oui, absolument. Absolument. D'accord. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous envoyait dans d'autres groupes. Pour essayer de vous exercer. Pour qu'on puisse au moins, voilà. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyée chez le groupe Loketo. D'accord. Et c'est là-bas c'est là-bas que je commence réellement la scène et je suis restée avec eux 3 ans. D'accord. Donc en réalité, je n'ai jamais dansé avec Abeti sur scène, mais c'est elle qui m'a formée. D'accord. Et au niveau du chant,
Comment alors, alors ça le arrive, chant, ça? Loketo, donc la danse, je fais partie du groupe. Et parallèlement, je suis, grâce à la chorégraphe de Loketo, elle me fait entrer dans le ballet Lemba, qui est un ballet traditionnel congolais. Donc là, j'apprends vraiment les techniques de la danse. Oui, et on part en tournée avec Loketo au Canada. Et il se trouve qu'il y a un chanteur qui a eu un problème de santé à la dernière minute et qui n'a pas pu voyager. D'accord. Et je ne sais pas, encore une fois, moi je ne sais pas ce que les gens voyaient sur moi. Moi qui n'ai jamais eu l'idée de chanter. Il me dit, bon, c'est toi qui vas le remplacer. Je dis, mais je vais le remplacer comment? Il me dit, oui, tu vas chanter, c'est toi qui vas chanter. Ok. Et donc, à 2 jours, non, il nous restait 4 jours avant le premier concert, on a répété tous les jours. Il fallait que je Et vous aviez la voix qu'il fallait, vous avez... Eux, ils trouvaient que ça allait. Bon. Mais vous, pas du tout? Non, franchement, il faut dire que j'étais j'étais dans un stress pas possible, dans une angoisse. J'ai eu des sueurs froides, problème, mais je l'ai fait. Et c'est comme ça que je commence à chanter. Alors, j'ai fait ce concert-là. Et du coup, c'est comme ça que vous commencez votre carrière de choriste? Oui. Vous passez donc de Loketo. Du coup, j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, j'ai continué. Ça m'a donné envie de faire d'autres choses. D'apprendre. Et du coup, vous avez appris à chanter après? Eh bien, je suis entrée dans la chorale Les Chérubins de Sarcelles. Je salue mon maestro Georges Seba. J'ai passé 15 ans dans cette chorale. Ah oui, d'accord. Ça a été une très, très grande école pour moi. Il m'a vraiment apporté une formation. C'est là-bas que vous êtes vraiment formé au chant? Oui. Bon, Georges, évidemment, c'est un technicien vocal de folie et très, très exigeant. Donc, il vous a formé à la baguette? Oui, en effet, c'est comme ça que j'ai évolué. Bon, parallèlement, je continuais avec les groupes. Je me formais en même temps. Disons que j'ai eu la chance de immédiatement avoir des contrats professionnels et de travailler avec des gens de haut niveau. Donc, n'importe comment, ça me tirait par le haut. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je m'accroche. Il fallait être perfectionné. Oui. D'accord. Bonsoir. Je suis ravie d'être là ce soir. À l'invitation de Georges Seba, mon maestro, je l'ai toujours appelé maestro. Il a été mon chef de chorale pendant 15 ans et il était très dur, très sévère. Et vraiment, je crois que si j'en suis arrivée où je suis, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Donc, maestro, merci pour ta grande sévérité. Voilà. Alors, je vais vous demander de bien vouloir m'aider, si vous voulez bien. Je chante a cappella. Donc, c'est mon œuf. Si vous pouvez m'aider, mais ne vous décalez pas. Hein. On m'a dit qu'en France, les gens sont toujours à contretemps. On va voir si c'est vrai. Ouais. Sonate isula se sabana bongo babe nyongi. Sonate isula se sabana bongo babe nyongi. Basinge di badingele baba. Sonate yasisunga baba. Sonate isula se sabana bongo babe nyongi. Au bois, au bois, au bois, au bois, oh, mende no subalondolongo. Do elisane boteme teme, oh mwene komboe. Alors. Donc voilà, donc de retour à bord de Jet Privé, nous sommes toujours avec Joël Esso, que nous continuons de découvrir, et à qui je vais demander de tirer une autre question, Joël. Une autre question. Alors, tout en bas. Hop, question rose. Merci. Voilà, on va découvrir à quelle question Joël va répondre. Ben, ce sera une question d'ordre général. Hein.
Il faut croire que les questions coquines, Joël a la main pour les éviter. Hein. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de dessin. Est-ce que vos parents étaient d'accord, par exemple, que vous dessiniez Alors, au départ, non, pas du tout. J'étais souvent punie parce que je dessinais partout, sur les murs, sur le sol, sur les tables. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à canaliser? Non, c'était compulsif parce que c'était, comme je disais tout à l'heure, ma façon de m'exprimer. Mais c'est parce que comme mes parents trouvaient que c'était trop dévorant dans ma vie, ils m'avaient interdit, mais ils ne voulaient pas que je dessine. Et pourtant, vous travaillez bien à l'école parce qu'en général, les parents disent quand on veut faire quelque chose ou quand un enfant veut faire quelque chose, on se dit ça va l'empêcher de bien travailler à l'école. Oui. C'est quand même un peu... Ben oui, je ne sais pas, c'était... eux, ils estimaient que... Vous ne devez pas dessiner. Oui. Ils trouvaient que c'était une perte de temps, c'était futile. Et mon père, par exemple, trouvait que, le seul dessin sérieux, c'est l'architecture. Tout le reste, c'est de la fantaisie et ça ne sert à rien. Et à quel moment vous vous dites, il faut que je peux faire du dessin un métier? Mais j'ai toujours voulu le faire. Je ne savais pas ce qu'il y avait comme possibilité de métier dans le dessin, mais ma conviction, c'était que je voulais dessiner. Après, dans quoi? Donc, contrairement à chanteuse que vous ne rêviez pas du tout de faire, le dessin, ça oui, c'est quelque chose que vous envisagez et que vous rêvez quand même d'être dessinatrice quelque part. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour y arriver du coup? Je dis, moi je veux dessiner, c'est ce que je sais que j'ai envie de faire, donc tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, comme ils ne voulaient rien savoir, j'ai dit, je fais la grève. J'ai fait la grève de l'école. Ah, la Joël, elle sait ce qu'elle veut. Et donc, pendant une année scolaire, j'ai commencé à ne plus bien travailler. Non, c'est pas vrai. Oui. J'ai dit, moi, je ne travaille plus à l'école jusqu'à ce que vous acceptiez que je fasse une école de dessin. Donc, j'ai rien fait pendant une année scolaire. Sérieux, vous êtes resté à la maison ou vous allez quand même, mais vous ne travaillez pas? Je n'avais pas le choix, j'allais à l'école, mais je ne travaillais pas. Je lisais Et là, vous étiez en quelle classe? J'étais en seconde. D'accord. Je lisais des romans. Seconde générale. Seconde générale. Je lisais des romans toute l'année. Je dessinais. Je ne faisais aucun Joël devoir. Rebelle. Je faisais aucun devoir. Donc j'avais des mauvaises notes, donc mes notes ont chuté drastiquement. De première de la classe, vous êtes passée à... Pas dernière quand même, mais parmi les... Pas loin. Et du coup, ma mère a dit, elle a cherché... Elle a trouvé une école à Paris. Déjà, moi, je ne savais pas qu'on pouvait y aller au lycée. Donc, elle a trouvé un lycée où il fallait faire un concours pour entrer. Alors, elle m'a dit, alors, très attention, toi, tu dessines, machin. Là, on entre sur concours. C'est pas du jeu. Si tu ne réussis pas le concours, moi, je ne suis plus là. Je fais ma part. Donc, elle m'avait inscrite. Elle m'a dit, voilà, le concours, c'est tel jour. J'ai fait le concours que j'ai eu. D'accord. Donc, c'est comme ça que vous partez du Cameroun pour la France. Et donc j'ai pu intégrer ce lycée. Et vous avez continué, vous avez appris à perfectionner en fait j'ai appris les techniques. Oui, voilà. Donc après, on pouvait continuer. Alors disons que la spécificité, l'intérêt d'un lycée technique, c'est qu'on est opérationnel dès qu'on sort de son bac. Mais moi j'ai continué à la fac en histoire de l'art. D'accord. Voilà, pour faire plaisir à mes parents. L'école, toujours l'école. Oui. Mais là, vous aviez quand même appris ce que vous rêviez d'apprendre, le dessin. Absolument. Et vous décidez de faire des bandes dessinées? Il y a le problème, je suis sortie d'une école, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai bifurqué dans la musique à cause ou grâce à Betty. Donc, je sortais à peine... C'était parallèle en fait. Oui, je sortais à peine de ça. Donc du coup, on va dire, j'ai rangé mes crayons. Vous avez mis les dessins de côté, le temps de... Et là, c'était un peu un drame. On me dit, mais voilà, tu as saoulé toute la famille pour ça. Et puis, ça y est, c'est fini. Tu te pavanes, tu vas danser. C'est quoi ce truc? D'où ça sort? Et ça surprenait tout le monde parce que, effectivement, personne ne m'avait jamais vu ou entendu dire que je voulais danser ou chanter. Donc, mais ça sort d'où? C'est quoi ce truc? Brusquement, j'ai dit, je sais pas, c'est comme ça. Et donc, ça fait un autre drame familial parce que, évidemment, en plus, comme j'étais dans la musique zaïroise, alors ça véhiculait des clichés. Les parents étaient complètement catastrophés. Mon père ne m'a pas adressé la parole pendant 3 ans. À cause de ça? Savoir, oui. Il
Il était absolument choqué. Pourtant, vous étiez déjà quand même grande, bien sûr. Libre de vos actes. Bien sûr, mais chez nous, on n'est jamais majeur. Et du coup, alors, qu'est-ce qui vous ramène au dessin? Après cette parenthèse musicale-là, qu'est-ce qui vous a ramené au dessin? Qui dure presque 20 ans. Grosse parenthèse. Eh bien, c'est par un... C'est un pasteur. Décidément. Décidément. C'est un pasteur qui, bien, un jour, je parlais de mon parcours, parce qu'il y a toujours... De vos épopées, vos aventures. Oui, de mes aventures, parce que, évidemment, quand on est dans des métiers artistiques, c'est toujours considéré comme pas des métiers. Il y a toujours quelqu'un qui va demander, mais à part ça, est-ce que tu travailles? Alors que, bon, les artistes travaillent beaucoup. Les artistes travaillent beaucoup, plus que les autres même, parce qu'ils n'ont pas d'horaire. Oui. Alors, je dis, mais je travaille. On me dit, oui, mais est-ce que tu as fait des études? Alors, donc, je disais, oui, tu fais du dessin et tout ça. Ah bon? Donc, tu dessines et puis tu es là, tu ne dis rien. Je dis, mais je ne dis rien, comment? Je vais venir rencontrer quelqu'un, je dis, tu sais, je dessine. Bon. Et puis, bon, tu vas me dessiner quelque chose. Alors, il m'a commandé une fresque, un mur, une peinture murale. Il me dit, voilà, tu vas me faire un paysage là. Et bon, moi, j'ai d'abord rigolé, mais il était sérieux. Il dit, non, mais de toute façon, tu sais dessiner, non? Donc, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un test que je te fais, c'est une commande. J'ai besoin de ça. Voilà. Et puis, il me faut un visuel, parce qu'il avait... c'était pour les baptêmes. Donc, il fallait un visuel avec de l'eau, etc., bref, un paysage de la nature et tout. D'accord. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, peut-être que je vais m'y remettre. Et ensuite, il y avait quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans une maison d'édition qui me dit, ils sont en train de chercher des dessinateurs pour un livre. Et donc, mais en fait, ils avaient, c'était un appel d'offres. D'accord. Donc, il y avait plusieurs dessinateurs qui étaient sollicités. Et c'est l'auteur qui allait choisir les illustrations pour son livre. Et il a choisi les miennes. D'accord. Ah, il y avait un thème ou non? Il fallait... Si, c'était par rapport au livre. D'accord. Donc, on avait quand même le scénario, enfin, on avait le manuscrit. Et il fallait faire par rapport au manuscrit. Donc, il a choisi les miens. Et du coup, c'est comme ça que je me retrouve à illustrer un premier livre. D'accord. Et c'est comme ça que je rentre. Qui s'appelle? Dans le dessin. Tiwa et la pierre miroir. D'accord. Et l'auteur, c'était Serge Billet, le célèbre journaliste Serge Billet de Martinique Première. D'accord. Ben, en tout cas, le dessin est devenu pour vous aujourd'hui un métier à part entière. Oui. Et du coup, vous êtes lancé dans cette nouvelle carrière. Je propose qu'on regarde ce petit sujet qu'on a réalisé avec vous. Et on se retrouve bien sûr après pour la suite des questions. OK. Bonjour, aujourd'hui je présente mes livres dans un centre commercial en région parisienne et je dédicace avec grand plaisir. Alors, le tome 1, le tome 2, le 3 et le 4 sortent dans pas très longtemps. Surveillez les sorties, c'est presque tout chaud dans les bacs bientôt, d'ici quelques semaines. Donc c'est en fait le parcours de Samuel Eto'o, footballeur professionnel très célèbre. Et donc ça commence dans son enfance à New Bell, à Douala au Cameroun. Donc au début de la bande dessinée, il est petit, il a 10 ans, 11 ans. Et puis c'est démêlé avec ses parents qui ne veulent pas du tout qu'il joue au foot. Donc c'est un peu la guerre à la maison à chaque fois parce que malheureusement, à cause du foot, il travaille mal à l'école. Donc c'est mal engagé. Mais donc après, c'est surtout l'histoire d'une trajectoire. Hein. Ce n'est pas tellement une BD sur le foot en réalité, même si c'est un footballeur. C'est l'histoire d'un enfant qui avait un rêve, une passion, jouer au foot, et qui a mis tous les moyens en œuvre pour réaliser son rêve. Voilà, ça peut s'appliquer à n'importe quel métier. Moi-même, ça s'applique à moi, parce que mes parents ne voulaient pas que je dessine. Et lui, ses parents ne voulaient pas qu'il joue au foot.
Donc c'est un peu ça, avec des métiers que nos parents ne comprennent pas toujours, qui ne sont pas conventionnels, mais finalement on arrive à prouver que ce sont des vrais métiers, qu'on peut en vivre. Comment s'est fait la première rencontre avec Eto et d'où est venue l'idée d'écrire une BD sur Eto? Comment s'est fait la rencontre? Alors déjà, l'idée de la BD vient de lui, parce que beaucoup d'artistes, de sportifs, même d'hommes politiques écrivent des livres sur leur parcours. Ils font des autobiographies, il y en a beaucoup, hein. Et généralement, c'est des livres de lecture. Donc lui, c'était la même démarche, raconter son parcours, mais il a juste décidé de le faire en bande dessinée. Alors comme il ne sait pas dessiner, il fallait qu'il fasse appel à quelqu'un qui dessine. Mais voilà, c'est une autobiographie classique. Et en fait, lui, il a découvert mon travail par hasard, parce qu'il m'a vu à la télé, dans une émission où je présentais Petit Jos. Et donc, il l'a acheté, et ses enfants ont aimé. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire appel à cette personne. Et un jour, très surprise, j'ai reçu un email. J'ai reçu un email de Samuel Eto. Et j'ai cru que c'était un canular. Hein. Et j'ai dit, mais pourquoi un footballeur peut m'envoyer un mail? Je ne suis pas dans le milieu du foot. Bon. Mais bon, j'ai répondu. Et je suis allée au rendez-vous. C'était au Concorde Lafayette à Paris. Et c'est là que je l'ai vu, donc pour la première fois. Voilà, évidemment, je connaissais. Seul ballon, une seule coupe à gagner. En Afrique, le rêve n'est plus permis. Les gens perdent espoir. Et j'ai voulu communiquer déjà avec ces enfants d'Afrique et des enfants d'ici aussi. Et en plus, on tombe dans une période vraiment difficile où il y a la crise un peu partout dans le monde. C'était de dire aux jeunes, c'est vrai, il y a des difficultés, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent parfois de rêver, mais le rêve est le début de toute réussite. Il faut rêver, et si moi j'ai pu réussir, vous pouvez réussir. Donc voici ma vie, je veux que vous preniez du temps pour lire cette BD, et peut-être elle va vous inspirer. Bonjour, je suis Dieudonné Niamankou. Je suis le directeur des éditions Dagan. C'est une maison d'édition qui va dans ses 7 ans maintenant. Je l'ai fondée en 2008. On a commencé d'abord par notre collection jeunesse, Dagan Jeunesse. Le but c'était le quoi? C'était que moi je voulais que mes enfants lisent un certain nombre de livres que je n'arrivais pas à trouver pour eux en librairie. Étant d'origine africaine, vivant en France, on est confronté par ce problème-là. Quand on va en tant que parent d'origine africaine ou antillaise à la médiathèque par exemple, de l'école de ses enfants, à la bibliothèque scolaire, on se rend compte qu'il y a très peu de livres, quasiment ou pas du tout de livres, avec des héros africains, antillais, où les seules fois quand il y en a, c'est comme dans les dessins animés, c'est des personnages négatifs. Et donc cela ne peut pas aider nos enfants à se construire et à s'apprécier, à aimer leurs origines et à construire leur identité. Alors Joël Esso a publié chez nous plusieurs livres. D'abord, le premier livre de la collection bande dessinée a été publié, effectivement écrit et dessiné par elle. Il s'agit de la bande dessinée Petit Jos, qui a eu beaucoup de succès dès sa sortie et qui a lancé d'ailleurs notre collection de bandes dessinées. Elle a aussi proposé un autre ouvrage que nous avons publié, qui a un livre qui réunit un peu tous ses talents, puisqu'elle est aussi musicienne, chanteuse, dessinatrice. C'est un livre CD-DVD, Hannibal Latouchkine. Donc il y a un volet texte, il y a un volet images, des dessins, un volet musical, puisqu'elle a composé des chansons pour rendre hommage au poète russe Alexandre Pouchkine, qui était d'origine camerounaise, et à son arrière-grand-père Abraham Hannibal. Voilà. Et puis elle a proposé aussi aux éditions Dagan
Plusieurs ouvrages. Je parlais tout à l'heure de livres pratiques, notamment après qu'elle ait commencé une série de bandes dessinées sur le célèbre footballeur camerounais Samuel Eto'o. 2 tomes sont déjà publiés, Naissance d'un champion, L'envol. Le 3e tome va sortir bientôt, sous le titre Tournant décisif. Elle a illustré également aussi des romans jeunesse, écrits par des auteurs de la maison d'édition. Depuis 2009, date de sortie fin 2009, date de sortie de son premier livre aux éditions Dagan, la bande dessinée Petit Joss. Joël Essois a publié déjà plus d'une demi-douzaine d'ouvrages aux éditions Dagan. Il y a une expression, on dit c'est une belle personne, voilà. C'est une belle personne dans ce sens où effectivement c'est quelqu'un de talentueux, de doué et chez qui ce talent s'exprime facilement. Allez, kiffe le single. Ah, c'est pas vanille, le rêve de cavaler. 1, 2, 3, 0, ça ils l'ont pas avalé. En 2014, on lâche du faux. Au Brésil, c'est la peau de l'eau. Et tout étonnant quand on leur met la fièvre. Indomptable comme un lion fier. Un drapeau qui brille comme le soleil dans les 4 coins du pays lorsqu'il s'élève. Je suis Marie-Philomène Nga. Je suis une Africaine du Cameroun. Je suis comédienne et chanteuse. Joël, ça fait peut-être une trentaine d'années, bientôt, que je la connais. Nous nous sommes croisés au hasard d'une scène de théâtre, comme ça, quelque part dans Paris. Et nous avons eu l'occasion de collaborer ensemble au cours d'une des tournées que j'ai effectuées en Inde, sur une scène pour participer à un grand événement qui ressemblait à ce qu'on pourrait dire les Jeux Olympiques de l'amour à travers la musique, où nous représentions l'Afrique, notamment le Cameroun, cette terre qui nous est commune, quoi. Joël, ce n'est pas une starlette, hein, c'est non pas une vedette, c'est tout simplement une des figures dont l'Afrique a besoin. C'est-à-dire que les jeunes Africains, et l'Afrique elle-même, comme tout peuple, comme tout humain, a besoin de modèles, de figures pour pouvoir s'identifier, pour se dire sa propre histoire. Donc Joël est tout cela. Son travail et sa collaboration avec les éditions Dagan illustrent ce dont je disais tantôt, que nous avons besoin de modèles, de figures dans cette grande marche aujourd'hui indiscutable que connaît l'Afrique vers la reconquête, la revalorisation, vers l'écriture de sa propre écriture pour nous dire nous-mêmes. Et donc Joël, son travail s'inscrit dans cette dynamique-là. Et donc du coup, c'est une fierté, j'en suis fière, tout simplement. Femme au naturel, africaine, sûre, une valeur sûre pour l'Afrique. Donc voilà, de retour à bord des jets privés avec Joël. Nous allons continuer la suite des questions. Je vais vous laisser tirer une autre case. Oh non. Rose, bleu. Ah, il n'y a que rose ou bleu? Bon, les bleus. Qu'est-ce qu'on fuit? Je ne sais pas, mais je ne fuis rien. Oh là là, bah à force d'hésiter, ça finit par arriver. Hein. On va répondre à une petite question coquine. Comment votre conjoint prend votre métier? Enfin, comment est-ce qu'il embrasse tout ça, toute cette personnalité que vous avez? Il m'a connue artiste, donc il n'y a pas de... Ça ne lui pose pas de problème? Non. Il est plutôt conciliant parce qu'on sait que les hommes, en général, quand ils ont des femmes artistes, c'est pas toujours ça, surtout s'ils ne sont pas dans le même métier que nous. C'est vrai. Mais non, on n'a pas ce problème parce que
Moi, je n'ai pas... j'ai une seule personnalité, je n'en ai pas plusieurs. Donc, tel que je suis devant vous, je suis comme ça à la maison, je suis comme ça partout. Donc, on n'a pas... Lui, ça ne lui pose pas de problème, en fait. On est transparent. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, il a mon code de carte bleue, j'ai le sien, je connais ses codes d'ordi, il connaît les miens. Enfin, d'accord. Vous êtes en parfaite osmose, quoi. Oui, c'est quand quelqu'un me téléphone, enfin, il peut, si je ne suis pas dans la pièce, il peut répondre, mais c'est moi qui lui demande de répondre. D'accord. Donc, oui, ça, c'est rare, à partir du moment où on est transparent, mais moi, je réponds à son téléphone parfois. Je réponds et je dis... Et c'est jamais arrivé que ce soit non. Une relation, on ne sait jamais. Non, c'est pas arrivé jusque-là. Donc, ce qui fait que, disons que j'essaye de le mettre en confiance parce que effectivement, comme les gens ont ce préjugé, cette appréhension vis-à-vis des artistes. Donc, je fais tout pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Moi, je ne joue pas à des jeux. Je trouve que c'est vraiment pas intéressant parce qu'il y a des gens qui aiment, par exemple, dire qu'ils vont faire des choses pour pimenter. Pour rendre jaloux. Oui, rendre jaloux. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est malsain comme jeu. Et donc, je suis transparente. Tous les gens que je connais ou que je rencontre, je lui en parle et vice-versa. D'accord. Et quand on vous drague, par exemple, vous lui dites aussi? Oui. Non. Je lui dis et on en rigole tous les deux. D'ailleurs, je reçois par exemple, des messages sur les réseaux sociaux. Je reçois des inbox et des fois, je rigole, je dis, viens voir quelqu'un qui m'écrit. Ou bien je lui lis à haute voix. Et il trouve que je suis belle, je suis machin, il veut m'inviter à dîner et tout. Et puis on rigole tous les deux. Ah ouais? Et puis lui, c'est pareil. Des fois, moi aussi, je regarde des fois quand il est sur son truc de messagerie. Je dis, c'est qui t'écrit là? Et je rigole. Donc, vous en rigolez en fait, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de... Mais les gens, moi je dis toujours, les gens ont le droit de draguer. C'est pas méchant. Ça ne doit pas être interdit. Après, non, mais après, moi, je suis libre de répondre comme je veux. C'est ça la chose. Je ne comprends pas. On ne peut pas s'offusquer de ce que quelqu'un drague son conjoint. Les gens sont libres de draguer. Après, ce qui doit nous préoccuper, c'est la réaction du conjoint. Ce n'est pas le fait d'être dragué. De toute façon, ça, on ne peut pas l'empêcher. Oui, ça, c'est clair. On ne peut pas l'empêcher. Donc, à partir de là, après, c'est... Est-ce qu'on en fait... qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais après, la jalousie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut maîtriser. Donc, vous n'êtes pas du tout jalouse et lui non plus, alors, si je comprends C'est pas bien. qu'on n'est pas jaloux. Je pense que... Enfin, tout le monde est jaloux. Mais après, il y a des degrés. Il y a des gens qui sont jaloux de façon maladive. Mais... si, il est jaloux. Mais justement, c'est pour le rassurer que j'ai donc cette transparence-là de lui montrer, oui, les gens qui me draguent, il le sait. Par exemple, même par exemple parmi mes collègues, ça existe. Mais il le sait, il sait que tel Et quand vous vous rencontrez, comment il fait? Non, mais il est normal. Il est normal. D'accord, mais il sourit dans son coin. Voilà. Et il surveille de près quand même pour voir s'il n'y a pas trop de rapprochement. Il va un peu quand même surveiller cette personne. Ah ben oui. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait de l'ambiguïté. Donc, je le fais vraiment de façon transparente. Et par exemple, il sait très bien, il peut venir à tout moment, que je sois en studio ou en concert. S'il veut, il vient. S'il ne vient pas, c'est lui qui décide de ne pas venir. Mais dans tous les cas, par exemple, je ne vais pas lui dire « Ah non, il ne faut pas que tu viennes » parce que justement, à cause de ce côté où il y a toujours... Ça peut créer des suspicions. Oui, il y a toujours une petite méfiance et tout. Je lui dis « Tu peux venir quand tu veux, tu ne vas rien surprendre. » Donc, voilà, c'est à toi de voir. Après, moi, je n'ai rien à cacher personnellement. Donc, je suis juste sereine. C'est pour ça qu'il peut répondre à mon téléphone. Moi, je n'ai pas des coups de fil secrets. Après, si quelqu'un a l'intention de m'envoyer un message coquin, caché, machin, il le saura. Parce que de toute manière, il y aura bien ma réponse. Il va voir dans le téléphone. Oui. D'accord. Et avant de le rencontrer, vous avez toujours été comme ça? Toujours transparente? Toujours... Moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. Je trouve que c'est compliqué de cacher des choses, en fait.
Parce qu'il faut, comme on dit, les menteurs, c'est des gens qui ont une excellente mémoire. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a raconté pour ne pas se recouper. Je trouve ça très compliqué, en fait. Je trouve ça compliqué. Donc, comme vous avez remarqué, je suis très bavarde. Donc, si je veux me mettre à mentir, je crois que vous allez vous prendre à votre propre je vais me trahir parce que je parle trop. Je trouve ça un peu pathétique, les gens qui se cachent pour jouer. Oui. Merci, Joël. On assume ou voilà. Ok, merci. On a eu notre petite question coquine, hein, finalement. Voilà. Ça va? Pas trop compliqué? Non. Donc, on peut J'ai même envie de dire que c'est une question d'ordre général. Ah oui. Ok, merci Joël. Alors, quelle est l'actualité de Joël aujourd'hui? Alors, j'ai 2 salons du livre, les 72 heures du livre de Conakry et le salon du livre de Genève. D'accord. De voyage. Ok. Et en musique? En musique, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Il y a l'album, le dernier album qui est sorti, vous le mettez quand même. Alors, non, vous avez arrêté? Non, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Quand j'ai l'opportunité de faire des concerts, j'en fais. Simplement, il se trouve que dans la littérature, il y a des calendriers très précis. Il y a des gros salons qui sont à des périodes fixes, comme le Salon du livre de Paris qui a lieu au mois de mars. Il y a la Foire du livre de Bruxelles qui est en février. Donc, c'est des rendez-vous incontournables quand on est auteur. Après, j'ai du mal à faire les deux en même temps, à faire musique et livre en même temps. Donc, je les fais par séquence. Mais il faut dire que je fais beaucoup de concerts privés, comme vous êtes dans votre jet privé. je fais beaucoup de concerts privés, en fait. Donc, les gens ont l'impression que je ne chante plus, mais je chante, sauf que ce n'est pas public. C'est pas public. Il faut dire que le concert privé est très intéressant pour quelqu'un comme moi parce qu'il n'y a pas de contraintes. Par exemple, quand c'est dans une salle, quoi. Oui, quand c'est dans une salle, il faut. On est un peu dans un stress. Le taux de remplissage, on est à combien là? Donc là, pour vous êtes plutôt zen. Oui, on n'a pas ce problème. On reçoit, si c'est à l'étranger, on reçoit le billet d'avion. On y va, on fait son concert. Dans un cadre privé où c'est déjà plein parce que les gens qui sont là sont des invités et puis on repart. On est tranquille, c'est même moins de travail, moins stressant que des concerts dans des salles. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi je ne suis pas en mal de célébrité. Donc, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, c'est de vivre de mon métier, de mon art, de mes arts. Et à partir du moment où j'en vis, moi ça me convient. Je n'ai pas besoin qu'on me mette... oui, elle est en concert aujourd'hui dans telle salle. Mais je fais des concerts et c'est très bien comme ça. D'accord. En tout cas, merci Joël. On va trinquer au succès de tous vos projets artistiques, musicaux, à tous les niveaux. Voilà. Merci d'être venu à bord des jets privés. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Oui, très bien. On est très confortable dans ce jet. Merci et à bientôt. Le Crédit foncier du Cameroun est un organisme financier ayant pour mission d'apporter son concours financier et son expertise à la réalisation de tout projet immobilier et la promotion de l'habitat social. Le Crédit foncier du Cameroun innove avec des formules qui facilitent l'accès au logement pour tous, des plans d'épargne personnalisés, des prêts fonciers divers, des programmes sociaux. Le Crédit foncier du Cameroun offre une opportunité de financement à toute personne physique ou morale pour concrétiser des projets immobiliers et faciliter l'accès au logement. Au Crédit foncier du Cameroun, financer l'accès au logement, c'est notre métier. Au Crédit foncier du Cameroun, vous loger, c'est notre seul souci. L'essence du glamour à votre portée, est-ce possible? Balnéo est la révélation tonique et la réponse à la fragilité de la peau de tous les hommes actifs. Composé de fragrances enivrantes à effet longue durée, le gel douche et le lait de toilette Balnéo vous assurent une hygiène efficace et une sensation de bien-être. Tout nouveau, juste pour vous.
Un pas de plus vers l'évasion et la fierté retrouvée. Moi, Keisha, je suis fan de Balnéo. Balnéo, une promesse de bonheur. Découvrez Balnéo à Promote 2014. Nouveau. Balnéo for Men. Allô, Betaprine, j'ai besoin de vos services. Vous aussi, vivez l'expérience Betaprine. Pour nous les femmes, Be Light. Be Light. Osez la lumière. Be Light, des laboratoires Biopharma. Les passagers pour le vol jet privé sont priés de se présenter pour embarquement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez pris place à bord de ce vol. Destination, musique.